Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle joute de votre émission politico-économique et sociale Faire croiser. Dans ce numéro, deux acteurs économiques croiseront les arguments pour défendre leur position sur le thème au menu des échanges. Vous le savez, la zone de libre-échange continentale africaine a été lancée à la faveur du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce lundi 7 juillet 2019 au Niger. Jusque-là, réticent à y adhérer, le Bénin et son grand voisin de l'Est, le Nigeria, ont signé l'accord à Niamey. Ce week-end écoulé donc, avec nos deux personnes ressources sur ce plateau, nous tenterons de comprendre les mobiles qui justifient la création de cette zone, ses avantages et bien évidemment ses inconvénients. Place au débat. Zone de libre-échange continentale africaine, quels enjeux, quel avenir pour l'Afrique? C'est autour de ce thème que tourneront les échanges ce jour. Pour en parler, j'ai à ma gauche Casimir Pidjo. Il est journaliste spécialiste des questions économiques et directeur de publication de Nouvelles économiques. Casimir, bonsoir. Bonsoir Fréjus, bonsoir chers téléspectateurs. À ma droite et face à vous, nous avons Stéphane Tora. Il est économiste. Stéphane Tora, bonsoir. Bonsoir Fréjus, bonsoir Monsieur Casimir, content d'être sur le plateau. C'est le plaisir pour moi. Eh bien, le groupe de mots a abondamment circulé et continue de faire son chemin sans que la majorité des Africains et Béninois ne saisissent réellement son contenu. Cependant, nous devrons nous y habituer pour les temps à venir. Zone de libre-échange continentale africaine, que devons-nous comprendre concrètement par cette expression et par l'instrument qu'il incarne désormais? Stéphane Tora. Merci beaucoup pour le thème. Merci de nous inviter pour pouvoir expliquer le plus simplement possible à la grande masse ce que signifie cette énième trouvaille des chefs d'État de l'Afrique. En fait, il faut comprendre par zone de libre-échange continentale l'intégration des communautés économiques régionales. Quand je parle de communauté économique régionale, c'est les espaces dans lesquels nous sommes déjà habitués. Cas de la CEDEAO, CEMAC, UMA. En fait, ces espaces ont déjà un vécu, des atouts, et savent et ont connu également des freins. Maintenant, ils mettent ensemble, ils mutualisent ensemble leurs forces pour pouvoir vaincre leurs faiblesses en créant un espace où il y a liberté de circuler, liberté de commercer et liberté de vivre. En termes simples, c'est cet espace-là qui englobe en réalité tout ce qu'on a connu depuis les indépendances et tout ce qu'on a connu comme communauté économique régionale. Eh bien, Casimir Pidjo, vous adhérez intégralement à cette explication simple donnée à dessein pour permettre aux téléspectateurs de nous comprendre, ou vous voulez ajouter quelques autres ingrédients? Oui, je vais ajouter parce que simple, oui, l'explication, la définition a été, mais c'est beaucoup plus pour nous qui avons été à l'école, c'est beaucoup plus pour nous donc qui avons appris donc à lire et à comprendre donc le discours politique des choses, sinon que pour la bonne dame du marché d'Antokwa, qu'est-ce que c'est que zone de libre-échange continentale? Alors, il faut déjà enlever zone, de ce groupe de mots, il faut enlever zone, il faut enlever continentale, africaine, et il vous reste libre-échange. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit ni plus ni moins de prendre des produits donc, depuis le Niger et d'aller vendre cela au Nigeria. Il s'agit de prendre des produits depuis Madagascar et d'aller le vendre donc au Maroc, de prendre des produits depuis l'Égypte et d'aller peut-être le vendre, je dis quelque chose, au Congo, sans pouvoir payer les frais de douane, les frais donc liés aux activités, enfin à l'imposition au niveau des ports. Les ports ici, ça peut être terrestre, ça peut être maritime ou bien aérienne, c'est-à-dire au niveau de nos aéroports, au niveau donc de nos ports, les ports en eau,
que ce soit au niveau fluvial ou bien au niveau maritime ou bien carrément au niveau donc, des entrées terrestres de nos frontières. Désormais, il n'existera plus, mais de façon progressive, quand vous quittez la CEDEAO pour la CEMAC, c'est-à-dire quand vous quittez l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale, vous n'aurez donc plus à payer donc, la douane sur la majorité, sinon la quasi-totalité des produits fabriqués ici en Afrique. Des produits qui portent l'enseigne Made in Africa. Déjà, un produit Made in Benin a déjà la marque Made in Africa. Comme exemple, les produits agricoles, c'est déjà donc frappé du sceau Made in Africa parce que ces produits viennent donc de l'agriculture. Donc il ne s'agit pas d'aller acheter des articles en Chine, de ramener au Bénin et de revendre au Gabon pour dire que nous sommes dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. C'est exactement le contraire. Donc c'est exactement ce que les chefs d'État veulent combattre désormais. En initiant donc cet accord-là, c'est ni plus ni moins désormais permettre aux locaux, aux Africains de pouvoir donc vendre leurs produits à moindre coût et de pouvoir donc être plus compétitifs entre eux. Le Nigérien, le Libérien, le Sierra-Léonais, le Cap-Verdien doivent donc pouvoir communiquer de façon beaucoup plus simple désormais à moindre coût et cesser désormais donc d'amener des produits depuis la Chine, depuis la France, depuis les États-Unis, concurrencer dangereusement donc nos produits ici. Je donne un exemple. Le pain, par exemple, qui vient de Paris, ne peut pas être vendu moins cher, 4 fois moins cher à un pain qui est produit au Bénin et qui est envoyé au Nigeria. Désormais, il ne s'agira plus de ça. Il s'agira donc de produits et de manger chez nous à moindre coût, ni plus ni moins, ce que véritablement regorge cet accord-là. Maintenant, il y a des imbrications, il y a des paramètres donc pouvant permettre à chaque pays de pouvoir définir donc la fourchette, le panier dans lequel il fait ses produits et il envoie sur ce marché. Donc, il ne faudrait pas faire croire à l'opinion public, national et peut-être sous-régional que désormais les produits seront moins chers. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de réduire donc le premier panier. Les barrières, les entraves. Voilà, lever les barrières, surtout douanières et aussi tarifaires, pour véritablement permettre donc à ces produits de pouvoir circuler au niveau de ces États-là. C'est de ça qu'il s'agit concrètement. Merci Casimir Pédior. Mais Stéphane Tora, nous savons déjà qu'entre les États, entre les communautés, il y a déjà ces CER, on en a parlé, Communauté économique régionale, CEDEAO, UMA, SADC. Et puis en plus de ces accords, nous avons des accords individuels entre États avec l'Union européenne, les accords de partenariat économique, APE, etc. Et tous ces accords sont présents. Alors, qu'est-ce qui peut donc justifier aujourd'hui qu'on puisse créer une zone économique de libre-échange pour tous les 55 acteurs du continent africain? Oui. En fait, l'importance de cet accord réside même dans ces mini-accords, ou bien dans les accords bilatéraux ou multilatéraux que ces États ont eu à signer entre-temps. Parce que, au constat, les échanges entre pays africains sont les plus faibles au monde. 17%, on parle de 17%, alors que pour les autres communautés, on parle de 60%, 70% voilà. Europe, États-Unis. Donc, lorsqu'on constate, on remarque que entre nous, la consommation locale, la consommation, nos produits même, nos produits que nous-mêmes nous fabriquons, que nous ne les consommons pas, alors il faille forcément aller à quelque chose pour booster ces productions-là. Booster ces productions, c'est pouvoir peut-être réduire les coûts, puisque certains accords ne facilitent pas à l'affaiblissement ou bien à l'amoindrissement des coûts de production des produits ou bien des articles dans l'espace-là. Ça fait un. Pourquoi aller dans cet accord-là? Aller dans cet accord, c'est aussi faciliter l'investissement, puisque chaque État, pris individuellement, essaie de faire quelque chose. Ce n'est pas qu'ils ont échoué. Ils essaient de faire quelque chose, ils essaient d'investir peut-être dans l'industrie et se disent que, bon, lorsque je mets cette industrie-là chez moi, je peux gagner facilement l'autre pays. Alors que
ce n'est pas le cas, ce n'est souvent pas le cas. Pour que un produit béninois aille sur le territoire nigérian, il vous faut lever plusieurs barrières. Il faut tellement lever de barrières pour finir, le produit ne rentre même pas sur le territoire nigérian. Alors que depuis 1991, il y a la taxe extérieure commune, le texte là, qui est là, mais qui n'est jamais appliqué. Donc, le frein de la non-application de certains accords qui lient et qui encouragent la libre circulation de biens, des personnes et des capitaux entre les pays, entre les États, cette faiblesse-là a amené nos chefs d'État à pouvoir se donner véritablement la main, à pouvoir se donner véritablement une vision objective pour lever entièrement ces barrières qui freinent le développement de l'Afrique. Donc, je reviens à la préoccupation pour dire que oui, c'est surtout pour relever davantage le commerce, pour faciliter davantage la liberté de circulation, la liberté entre les frontières coloniales là, que aller dans cet accord-là est véritablement important. Merci Stéphane Tora. Quand nous prenons l'accord même dans son premier objectif général, on peut lire créer un marché unique pour les marchandises et les services, facilité par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique telle qu'énoncée dans l'agenda 2063. Et l'objectif spécifique premier aussi est très intéressant, éliminer progressivement, il est bien souligné, progressivement, les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises. Casimir Pédior, que devons-nous comprendre par ces deux objectifs concrètement? Il y a un marché unique pour les marchandises et les services et l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires. Merci beaucoup. Que comprendre donc par ces deux objectifs-là, ce n'est ni plus ni moins ce que nous avons commencé par expliquer, permettre donc aux pays africains de pouvoir mieux vendre sur leur propre marché. Je ne peux pas comprendre en tant qu'Africain, en tant que donc panafricain, je ne peux pas comprendre qu'on m'amène de la mangue depuis donc les États-Unis et que cette mangue soit 4 fois moins chère et 4 fois plus de qualité que la mangue donc que j'ai donc sur le sol africain ici au Bénin. Donc, c'est véritablement ça. Que je prenne ma mangue, que je prenne mon ananas, que j'aille vendre ça au Nigeria, que je puisse rentrer en possession de mes sous et que je revienne tranquillement chez moi. Que je n'ai pas donc à payer au niveau de la frontière, au niveau de la douane, que je n'ai pas à payer des taxes, que je n'ai pas des contraintes donc de papier, des paperasses à remplir, des formalités à remplir avant d'aller vendre donc mon produit. Cela ne veut pas dire que la norme qualité en termes donc de mes produits n'est pas respectée. Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas la concurrence, les producteurs donc nigériens qui également produisent de l'ananas chez eux. Non, cela ne veut pas dire ça. Cela ne veut non plus dire que je dois amener du n'importe quoi sur le marché nigérien. Non, ce n'est pas du tout ça. Il s'agit ni plus ni moins de mettre une barrière, et ça je pèse bien mes mots, de mettre une barrière entre les importations et les exportations. Je m'explique. Les importations, ça vient d'autres continents, sur le continent africain. C'est ce que j'ai dit tantôt. Le pain français ne peut pas être plus moins cher que le pain béninois. Et donc, il s'agira de mettre une barrière désormais entre cette possibilité d'échange donc sur le continent et de favoriser au même moment la présence donc des produits africains. Alors, il y a une série de questions qui revient là. Il y a une série de questions sous-jacentes qui aujourd'hui va beaucoup plus scléroser les débats au niveau des experts. Est-ce que véritablement je suis prêt à fournir au Nigeria la quantité de pain dont le Nigeria a besoin? Est-ce que je suis prêt à fournir la quantité de blé, de farine de blé dont le Nigeria a besoin pour sa consommation? C'est ça, c'est là le débat. Parce que le débat ne reviendra pas à dire on a levé les barrières et puis non, ce n'est pas ça. Il faut véritablement faire de la production et c'est ça. Il a parlé de l'investissement, je suis d'accord avec lui. Il faut aller vers l'investissement.
Nous nous mettons ensemble pour lever des barrières. Mais la conséquence, c'est que désormais, nous aurons un problème donc il y aura un problème d'insécurité. Quand nous prenons donc les produits agroalimentaires, il y aura un problème d'insécurité alimentaire. Parce que est-ce que nous sommes prêts à véritablement alimenter ce marché? Quand je prends l'exemple du riz, le riz qui vient par exemple de l'Asie est pourvu en termes donc de quantité que le riz produit ici. Est-ce que le Bénin, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire et tous ces pays-là sont prêts à produire suffisamment de riz et à les vendre au Nigeria? Des réserves intéressantes sur lesquelles nous reviendrons dans quelques secondes. Déjà, Stéphane Tora, les barrières tarifaires et non tarifaires qui sont à lever et progressivement. Que doit-on comprendre concrètement par cela? Oui. Les parents des barrières, nous savons déjà, là où actuellement, même avant la signature, même avant l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine, que les pays entre eux ont des accords, malgré que l'Union africaine ait sorti une convention de tâches communes aux frontières. Les pays entre eux ont des accords pour permettre à ce qu'un produit d'une industrie donnée ou bien un produit d'un des pays puisse se retrouver dans des conditions définies sur l'autre territoire. Alors, pour pouvoir lever ces conditions, ces contraintes-là, c'est un truc de négociation. Voilà que ces pays qui ont institué des tarifs, c'est-à-dire des droits de douane à leur porte là, voilà qui se retrouvent dans un même espace. Ça voudra dire quoi? Le gain qu'un pays récupère, ou bien les revenus qu'un pays a par rapport à cette imposition à la porte là, on doit pouvoir trouver de substitution pour ne pas déséquilibrer le truc là, le budget d'un pays contre un autre. Par conséquent, ce n'est que progressivement qu'on peut trouver des substitutions, qu'on peut trouver des débouchés pour qu'en levant la barrière, ce qui permet à un pays d'avoir plus de revenus pour des objectifs donnés, on puisse trouver un truc de substitution à ça. Maintenant, l'autre pan, ce n'est pas seulement lever la barrière, puisqu'on sait qu'officiellement, lever cette barrière-là, ça voudra dire qu'on ne paye, il n'y a plus de douane. La douane n'existe même plus. Et par conséquent, un produit d'un pays donné peut se retrouver dans l'autre pays sans contrainte. Mais les États, les connaissants, peuvent non seulement adhérer au lèvement de la barrière tarifaire, mais imposer d'autres situations pour toujours empêcher la libre circulation de la production du pays voisin sur leur territoire. Alors, il va falloir également lever ces contraintes non inscrites. C'est des trucs qui ne sont inscrits nulle part. C'est des impositions, des positionnements des autorités des pays qui, toujours pour pouvoir avoir plus de revenus, pour pouvoir avoir plus de budget, essaient de ne pas désorganiser leur économie. Nous nous retrouvons enfin dans un espace où il faut forcément lever ces barrières non tarifaires et tarifaires et non tarifaires pour pouvoir faciliter la vie aux opérateurs économiques, pour pouvoir faciliter la croissance du commerce entre les États d'un même espace. Et lever les barrières, il faudrait aussi et surtout se dire que ça va concerner uniquement les productions locales. Si je parle de production locale, ça veut dire que c'est les productions made in Africa. Ça peut être made in Benin, made in Nigeria, etc. Maintenant, qu'en est-il des produits importés? Parce que là, lorsque vous allez importer les produits pour rentrer dans l'espace maintenant,
c'est des accords, disons, existants, les accords bilatéraux, multilatéraux existants que vous voulez appliquer. Par rapport à ces accords qui auront certainement d'impact sur sur les droits de porte de l'autre pays, alors il faut aller en négociation pour que l'autre peut accepter si éventuellement ces productions que vous importez, ces produits que vous... Ne concurrencent pas les productions locales dans ce pays. Ne concurrencent pas trop les productions de l'espace. Et en clair, c'est des points d'achoppement qui continuent d'être renégociés entre les États partis de la nouvelle zone de libre-échange continentale. Merci Stéphane Tora. Et puis, les pays les moins développés ont 10 ans, il faut le souligner, pour supprimer les droits de douane. Un groupe de 6 pays, parmi les moins avancés, dont le Niger et le Malawi, ont obtenu jusqu'à 15 ans pour supprimer ces droits-là. Casimir Pédio, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce à dire que durant les 10 années à venir, au Niger, au Malawi, ces pays peuvent toujours imposer les droits de douane au Gabon, au Bénin et à d'autres pays et éliminer ça progressivement après 10 ans, 15 ans, pendant que d'autres pays ont levé ces barrières? C'est cela? Merci beaucoup, ni plus ni moins, ce que donc veut dire cette disposition-là. Mais vous savez, comme le disent les Ivoiriens, les moutons se suivent, mais n'ont pas le même prix. Nous sommes tous ensemble, 55 pays, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs économiques. Alors, sur un certain nombre de critères, il y a certains pays qui sont des plus pauvres. Et quand vous citez le Niger, le Malawi, c'est des pays véritablement qui ont un niveau de vie très faible. Et ici, il ne s'agit pas seulement de voir le taux de croissance. Parce que quand nous allons nous comparer au taux de croissance, c'est un agrégat macroéconomique qui trompe. Il faut voir le niveau de vie de la population. Il faut voir le train de vie de la population. Il faut voir la production de ce pays-là pour pouvoir définir un certain nombre de paramètres. Et donc, les dirigeants africains ont été un peu regardants, un peu souples dans la décision au niveau donc de certains pays pour véritablement leur permettre de souffler un peu, de permettre aux États, parce que ces pays vivent essentiellement des recettes fiscales. Un pays comme le Niger, excusez, c'est une aberration, par exemple, qu'on dise que le Niger éclaire Paris, France, et que le Niger soit obligé d'être un pays pauvre, c'est une aberration. Cependant, les dirigeants africains ont été beaucoup plus lâches, beaucoup plus regardants, en disant, OK, vous, on vous donne 15 ans au lieu de 10 ans. Donc, vous permettre de pouvoir donc jouir de ces tasses-là. Et quand on parle de la douane, il faut beaucoup plus voir l'État. Il faut voir l'État. Parce que la douane ne concerne pas vous et moi. C'est l'État qui perçoit cette tasse-là et qui réinvestit donc au niveau de l'économie du pays, au niveau du budget. Donc, puisque ce qu'il a dit, lorsqu'on nivelle la douane et les tarifs, enfin les taxes au niveau des ports, c'est des manques à gagner pour nos budgets, pour les budgets de chacun de ces États-là. Maintenant, la compensation viendra comment? Le Niger va trouver certainement en 15 ans un mécanisme pouvant lui permettre. Et d'ailleurs, le Niger a déjà lancé beaucoup d'investissements avec son pipeline pour le pétrole, pour donc faire passer son pétrole au port autonome de Cotonou. Le Niger donc pourra trouver un autre palliatif pour juguler donc le manque à gagner que pourrait donc engendrer le respect donc de cet accord. Donc, ce n'est ni plus ni moins ces mesures-là. Mais au même moment, il y a des pays comme le Nigeria, parce que il y a un thème il y a un sous-thème dans cette zone de libre-échange qui revient chaque fois, les mesures non tarifaires. Les mesures non tarifaires, c'est par exemple un pays comme le Nigeria, qui dit oui, moi j'adhère à tout ça, mais le gouvernement se voit. Ils prennent une mesure, ils disent, malgré tout ce que nous avons dit là, nous on ne respecte pas ça. Tel produit ne rentre pas chez nous, point bas. Je prends le cas de la NAFDAC. Vous avez beau remplir toutes les conditions. Si la NAFDAC ne vous autorise pas, les produits agroalimentaires ne rentrent pas au Nigeria, point bas. C'est rester à la frontière. Vous allez en souffrir. Vous ne pouvez rien faire contre le Nigeria. Ils sont fermes dessus. Désormais, avec la zone
de libre-échange continental, le Nigeria a dit, moi, je marque un arrêt, j'étudie les possibilités de mon industrie et je vous reviens. Et donc, aujourd'hui, on peut déjà ovationner, on peut déjà applaudir pour dire, le Nigeria ne va pas nous imposer la souffrance économique. Le Nigeria ne va donc pas se mettre dans son enclos et dire, malgré tout ce que nous avons dit, moi, je ne reçois pas tel produit sur mon sol. Le Nigeria ne nous dira pas ça. Et donc, les goulots d'étranglement liés donc à l'accord du tarif extérieur commun de la CEDEAO, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qu'a été la NAFDAC, serait désormais un spectre, un monstre du passé pour certains pays comme le Bénin. Vous avez beau produire votre jus d'ananas, le Nigeria ne l'accepte pas. Vous avez beau produire votre bissap, le Nigeria ne l'accepte pas. Mais est-ce que ce n'est pas aller très vite en besoin que de le dire, parce qu'on sait que le Nigeria a négocié des particularités vis-à-vis de ses pairs avant de signer cet accord. Quelles particularités? Nous ne le savons pas. Qu'il ne vous échappe pas que dans le cadre de l'ALENA, notamment entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, les États-Unis et le Canada ont pris des mesures spécifiques, chacun à leur niveau, pour protéger leurs producteurs de lait. Ça, vous le savez. Maintenant, est-ce que ces accords que le Nigeria a négociés avec ses pairs ne voudra pas aussi protéger certains produits nigérians comme le ciment, etc. Est-ce qu'on n'aura pas, dans la mise en œuvre demain, dans les jours à venir, on ne découvrira pas que le Nigeria a négocié, obtenu et prendra des mesures spécifiques à son pays pour, comme vous le dites, protéger certains secteurs clés de son économie? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez pris un secteur qui m'intéresse, le secteur du ciment. Vous savez, le Nigeria produit du ciment made in Africa. Made in Africa. Mais quand vous prenez un pays comme le Bénin, notre production du ciment est de la triche. C'est de l'importation. C'est de la sauvagerie sur le marché. Et donc, un pays comme le Nigeria, je suis d'accord que le Nigeria prenne des dispositions pour protéger son ciment. Parce qu'on ne peut pas chauffer du calcaire à Paris ou bien à Berlin, envoyer ça à Cotonou pour être broyé et en sachet, et me dire que c'est un produit made in Benin. Ça pose un problème. Ça, c'est véritablement les limites de la zone de libre-échange continentale. Ça, c'est un véritable débat. Et je crois que si le Nigeria s'est retiré pour la première signature, enfin, en début donc de cette signature, pour dire non, écoutez, moi je vais d'abord réfléchir, moi je veux comprendre un certain nombre de paramètres de cette affaire-là avant de m'y engager. Je crois que le Nigeria a tout à fait raison. Quand vous prenez le secteur du textile, on ne peut pas comprendre que des pays comme le Bénin soient des moyens du coton, bradent leur coton à qui ils veulent, c'est de leur ressort, et qu'ils nous amènent des tissus sur le sol nigérien sous prétexte que nous sommes dans une zone de libre-échange. Non. Et donc, le Nigeria est en droit de protéger donc ses industries, ses opérateurs économiques et son économie en prenant des dispositions non tarifaires pour véritablement sécuriser cet accord. Mais je dis, dans ces cas, oui. Mais il y a des cas où le Nigeria, en tant que géant, cela joue un peu de trop. Merci, et il va falloir véritablement que les chefs d'État puissent penser la question du Nigeria. Parce que je l'ai toujours dit, si le Nigeria l'a signé il y a seulement quelques jours, c'est parce que le Nigeria n'est pas une petite économie en termes donc de négociation. Et ce pays va toujours nous poser des problèmes. Le cas Nigeria sera toujours un cas sur la table. Et il va falloir que des petits pays comme le Bénin, où on a passé tout notre temps à dire qu'on ne veut pas signer cet accord, et que du jour au lendemain, on ne nous dise pas, finalement, voilà ce que nous avons obtenu, qu'on décide de signer cet accord. Merci, vous l'avez dit, moi je dis, c'est vous et moi, c'est nous, donc, de la société civile, qui devons donc garder l'état de... à ce sujet. Ma question revient à Stéphane Tora. Comme le Nigeria, le Bénin aussi n'avait pas signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui que le Bénin puisse signer? Est-ce que le Bénin, à l'instar de Nigeria, a pu négocier auprès des pairs africains des circonstances, des particularités pour protéger des producteurs locaux, si nous en avons? Bien, c'est intéressant de vouloir élucider ou bien
cette stratégie du Bénin, parce que je parle de stratégie, le Bénin ne peut pas aller directement dans un accord, dans tel accord, si déjà nos gouvernants ne prennent pas véritablement, ne comprennent pas de quoi il s'agit. Puisque quand le truc a été lancé, en 2012. Ça a commencé en 2012 et ça a pris une allure fulgurante 2015-2016 pour finir par véritablement donner du concret en 2018. Et les gouvernants actuels n'étaient pas moulés ou sont novices dans la gestion ou bien dans les accords. Il faudrait véritablement prendre conscience de l'accord et juger les conséquences d'une telle signature par rapport à l'ouverture des frontières. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ouvrir nos frontières largement, même si nous l'avons toujours gardée ouverte. Poreuse. Je considère ouverte. Et l'ouvrir davantage et officiellement au Nigeria, c'est tuer notre économie locale. C'est tuer véritablement notre économie locale. Puisque nous ne sommes pas aussi industrialisés que le Nigeria et que nos productions, nos maigres productions n'arrivent même pas à rentrer sur le sol nigérien. Le sol nigérien. Si je prends les productions d'huile, des huileries ici, c'est difficilement que la NAFDAC autorise ces productions à rentrer sur le sol. Même nos productions du riz ici ne sont pas acceptées au niveau du Nigeria parce que les acteurs économiques, certains acteurs préfèrent les sur glace, c'est-à-dire importer et changer les emballages et renvoyer ça sur le Nigeria. Donc, ces contraintes ne peuvent pas garantir le truc là, une certaine liberté entre le Bénin et le Nigeria. Or, comprenons-nous, le Bénin et le Nigeria ne sont pas en guerre, mais chacun essaie de protéger ses recettes en termes de son économie. Maintenant, revenons un peu, parce que je dois toucher deux mots au truc de cimenterie. Je sais que en 2010, jusqu'en 2010, où les gens, il y avait des infrastructures un peu partout, il y a insuffisance de production sur place et que les ciments sont importés. Le clinker, le truc là sont importés. Mais véritablement, après, il y a le développement de la technologie sur place. Et depuis 2012 déjà, depuis 2012-2014 déjà, les importations ont véritablement cessé. C'est d'ailleurs ça qui constitue le souci de la production cimentière du Bénin vis-à-vis du Nigeria. Parce que lorsqu'on va laisser la production du ciment nigérien nous envahir, nous risquons de perdre nos industries cimentières ici. Et si nous les perdons, regardons ce que nous perdons. Nous allons perdre comme recettes fiscales et également du côté social le nombre d'emplois. Donc c'est tout cela c'est tout ça là mis dans un panier qui a amené l'État béninois à observer. Bon, je dirais qui aurait amené l'État béninois à observer cette stratégie avant de s'y engager. Le Nigeria n'était pas engagé parce que le Nigeria se dit de définir ce qu'est le produit, qu'est-ce qu'on peut considérer comme produit made in Africa. Ça voudra dire quoi? Lorsqu'on prend par exemple l'industrie automobile, c'est assez développé au Maroc, Renault est en place là-bas. Alors, est-ce que produit Renault au Maroc, on va considérer cette production comme étant de produits fabriqués en Afrique? Alors, le Nigeria se dit, il faudrait qu'on lève un peu le taux des intrants de produits africains
des intrants de matières premières de l'Afrique là, dans cette production pour que ça puisse avoir la qualité ou bien la qualification du produit d'un produit africain. Donc, il me semble que on peut subordonner, M. Stéphane Tora, que le Bénin a aussi négocié des spécificités, des particularités. Certainement. Et non, la stratégie du Bénin, le Nigeria l'a pas signé. Parce que le Nigeria veut savoir beaucoup plus veut avoir beaucoup plus de garanties. Et ces garanties aussi intéressent beaucoup plus le Bénin. D'où l'observation de ce que je ne peux pas mettre le pas alors que le géant hésite. Merci Stéphane Tora. Je tiens à lever deux équivoques. Jusqu'à l'heure où cette émission est réalisée, le Casimir, oui, allez-y. Nous allons évoluer. Non, je tiens à préciser ça parce que ça fait partie. Non, ce n'est pas le débat, Casimir. On fait tôt d'accuser la NAFDAC, les mesures non tarifaires. Casimir, nous allons évoluer rapidement dans ce débat. Quels sont maintenant, concrètement, les avantages pour les populations, les téléspectateurs qui nous suivent, les avantages de la zone de libre-échange africaine, tous les avantages? Merci. Il faut éviter la triche. Il faut éviter d'importer le clinquer de la France et de broyer au Bénin et de faire croire à la population africaine qu'on produit du ciment au Bénin. Les avantages de la zone de libre-échange. C'est ça, je vous explique. Il faut donc éviter de le faire. Protéger les industries françaises au détriment des industries africaines. C'est de ça qu'il s'agit, ni plus ni moins. Il faut éviter. Il a donné un exemple de société d'automobile au Maroc. Si vous avez la licence de production, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez faire de l'assemblage au Nigeria et dire que c'est des produits made in Africa, ça pose un problème. Donc l'avantage ici, c'est que véritablement, on cesse de faire de la triche. Qu'on produise véritablement. Alors, il faut également expliquer aux populations que nous avons levé un petit problème dans le grand lot de problèmes de la cherté de nos produits. Parce que le véritable problème que posent nos produits sur le marché, c'est d'abord la production et la qualité. On n'a pas donc les moyens nécessaires pour pouvoir faire une production d'échelle. Je donne un exemple. Notre cajou. On produit du cajou au Bénin, mais on braque à près de 90% notre production sur le marché étranger. Et c'est seulement à hauteur de 10%, je ne sais pas si le Bénin est arrivé donc, à ce seuil de 10% de transformation de notre cajou. Et donc, nous n'arrivons pas à véritablement... Et pourquoi nous n'arrivons pas? Il faut investir. Qu'est-ce que le Bénin a négocié? Sur le Nigeria, nous avons donné des exemples. Mais arrivé sur le Bénin, on a dit certainement, M. Stéphane, certainement ne veut pas donner une réponse. On n'a rien négocié. Le Bénin n'a rien négocié. Puisque vous n'avez rien. Vous n'avez rien sur le marché. Jusque-là, vous avez votre coton. Peut-être que dans les jours à venir, vous avez votre coton. Les voies les plus autorisées. Vous avez votre coton. Monsieur le journaliste, vous avez votre coton. Bénin. Mais votre coton n'est pas envoyé sur le marché africain. Votre coton est envoyé sur le marché européen, asiatique et tout ce que vous voulez. Le coton béninois n'est pas sur le marché africain. Donc, qu'est-ce que nous allons négocier lorsque vous n'avez rien sur la main? Quand on parle donc de zone de libre-échange, ce n'est pas les bisaps, ce n'est pas la fabrication de pure water qu'il s'agit ici. Il s'agit de la production, par exemple, du ciment. Il s'agit de la production textile. Il s'agit de la production de tomates. Il s'agit de la production de la pâte alimentaire. Il s'agit d'une production d'échelle. Qu'est-ce que le Bénin a? Nous avons passé tout notre temps, plus de 60 ans, à bavader, à faire de la politique, à faire de l'asphaltage. Et aujourd'hui qu'il s'agit d'aller négocier sur le marché, vous vous retrouvez avec des quasiment rien sur la main, parce que véritablement, vous n'allez pas dire aux Nigériens que vous avez de l'asphaltage à proposer en lieu et place du ciment. Et donc, véritablement, qu'on ne vienne pas ici parce qu'il y a un problème qui s'est produit il y a quelques années avec une bière qui est venue du Nigeria qui a voulu donc avoir de problèmes. Non, on ne doit plus assister à ça. C'est-à-dire, désormais, nous avons tous les produits du Nigeria qui peuvent venir au Bénin. Il ne faudrait pas qu'il y ait une société française ici qui refuse donc, qui donne donc des moyens à l'État pour dire empêcher
tel produit de venir sur le sol béninois. Parce que moi, Kazmi Pédio, je vais acheter du ciment produit en Afrique à moins de coût, qui coûte moins cher. Et c'est disponible. Il faudrait que le Bénin puisse enlever cette barrière-là. Par exemple, le ciment qui vient du Cameroun, le ciment qui vient du Nigeria n'est pas accepté. Le Bénin n'aura pas de choix. Que je veux donc voir désormais, parce que j'ai dénoncé la NAFDAC, il faudrait que j'ai aussi le courage de dénoncer cela au Bénin. Stéphane Tora, l'Union africaine estime que la ZLECAf, cette zone de libre-échange, permettra d'augmenter de près de 60% d'ici 2022 le commerce intra-africain, donner le coup de fouet à l'ensemble de ces économies. C'est là quelques avantages déjà, mais vous dites-nous concrètement, qu'est-ce qu'on va observer? Qu'est-ce que les populations, les téléspectateurs doivent savoir aujourd'hui comme garder comme avantage de la ZLECAf? Déjà, comme avantage, non seulement la production et le commerce, non seulement le commerce entre les États vont s'accroître, mais également il y a de gains inestimables parce que la mise ensemble de ces États faciliterait l'industrialisation de l'Afrique. Et de ce côté-là, l'industrialisation seulement peut permettre d'absorber déjà la main d'œuvre non employée. Comme la main d'œuvre disponible, le fort taux de jeunesse de la population africaine. Donc, l'industrialisation désormais ne sera plus fondée sur l'échelle d'un seul pays, mais plutôt les gens vont s'entendre pour que l'industrie soit installée dans le pays qui offre plus d'avantages. Il parle de la nation la plus avantagée. Ça veut dire quoi? Nous produisons énormément du coton, et pour qu'il y ait une industrie de transformation du coton en fibre jusqu'au textile, et puis disons en produits finis, aux habits et autres là, il serait plus avantageux de l'installer dans le pays qui offre plus de cette matière que de se dire qu'on peut l'installer, je sais quoi, en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria. De la même façon, lorsqu'on revient aux industries cimentières, lorsque installer les industries, ou bien réinstaller certaines industries au Bénin n'est pas plus avantageux pour l'espace, alors, et que l'installer au Nigeria va faciliter le coût, amoindrir le coût à la consommation, il serait meilleur d'aller l'installer au Nigeria que de le maintenir au Bénin. Les productions de pâtes comme Matanti au Bénin ici, qui n'ont pas, ou bien qui ont tout le temps essuyé le refus de la NAFDAC, peut-être c'est l'occasion de montrer que la qualité des productions de ces pâtes-là revient moins cher au Bénin que d'aller l'installer sur le territoire nigérian ou bien nigérien ou etc. La zone aussi, cet espace nouvellement lancé va permettre aussi d'augmenter aussi considérablement les gains sur les revenus qui vont peut-être avoisiner 37 milliards de dollars et des fois aller jusqu'à 132 milliards lorsque on va savoir négocier avec l'OMC. Donc c'est beaucoup plus d'avantages capitalisés, et ce n'est pas que ce sont de nouveaux avantages, c'est des trucs qui sont archi répartis entre les communautés économiques régionales qui sont maintenant mises en commun pour davantage le développement, pour booster le développement de l'Afrique. On va terminer sur ce point. La ZLECAf a tout de même
plusieurs ennemis, si on peut le dire comme ça, sinon plusieurs critiques. Quels sont ces inconvénients? Qu'est-ce qui peut justifier ces critiques rapidement à l'égard de la ZLECAf? Merci beaucoup. La ZLECAf ne marchera à aucun pays si un certain nombre de leviers n'arrivaient pas à être donc réalisés. L'industrialisation, par exemple. La ZLECAf ne va jamais permettre l'industrialisation du continent africain. La ZLECAf ira de pair avec l'industrialisation. C'est différent. La ZLECAf n'offre pas le chemin, n'offre pas les opportunités à l'industrialisation. Ça, il faut l'expliquer. La ZLECAf n'a aucun lien avec l'industrialisation. Si vous n'investissez pas dans l'industrie, si vous ne vous développez pas, la ZLECAf ne vous profitera pas, ni plus ni moins. Donc, pour que la ZLECAf marche à un pays comme le Bénin, il nous faut aller à l'industrialisation. Pour aller à l'industrialisation, il faut avoir de l'électricité. Parce que vous ne pouvez pas développer les industries si vous n'avez pas de l'électricité. Alors, si vous n'améliorez pas votre transport, vous ne pouvez rien profiter de la ZLECAf. Ça, là, c'est une réalité. Il faut maintenant de l'investissement. Et il faut maintenant, en cinquième ressort, ce qu'on peut appeler la monnaie unique. Pour parvenir à tout ce dont je vais parler, il faut être dans un ensemble de monnaies pour pouvoir donc véritablement et permettre donc à vos populations de bénéficier de ces avantages. Donc, il ne faut pas aller expliquer aux téléspectateurs, aux auditeurs ou à qui que ce soit qu'on a la ZLECAf, l'Afrique va se développer. C'est une erreur. Vous avez un pays comme le Nigeria qui a amené les rails de type moderne jusqu'à Badagry. Vous, on vous appelle le Bénin, vous refusez de faire les rails chez vous. C'est votre problème. Ce n'est pas le problème du Nigeria. Vous êtes incapable de vous associer avec le Niger pour avoir votre rail, c'est votre problème. Vous êtes incapable de vous associer avec le Togo pour faire les rails sur l'axe vertical, c'est-à-dire de l'est à l'ouest ou de l'ouest à l'est, parce que vous ne voulez pas favoriser à un opérateur comme Dangote de couler son ciment. C'est votre problème. Vous n'allez pas profiter de la ZLECAf. Il faut investir. Et lorsque vous avez des investisseurs dans ce secteur, des gens comme l'opérateur économique Samuel Dosso-Aoré, voilà des gens qu'il faut pour véritablement profiter de la ZLECAf. Si vous ne le faites pas et que vous êtes là chaque fois à vouloir dire non, nous on ne va pas signer, nous on est là pour observer le Nigeria. Le Nigeria évolue et vous regressez. Des pays comme le Bénin vont tomber dans le trou de la ZLECAf, dans les inconvénients, dans les méandres de la ZLECAf, si véritablement nos politiques ne travaillent pas leur mind et comprennent que dans cette affaire-là, où on se lève et on investit, ou bien on s'enlise, on s'emboube et on ne pourra plus jamais se relever. C'est une réalité qu'il faut le dire. En tout cas, des pays comme le Togo l'ont compris, sont en train d'investir dans les infrastructures pouvant permettre aujourd'hui une certaine communion entre la CEDEAO et les autres communautés, les autres Merci Casimir Pedjo. Stéphane Tora, les partisans à écouter, Casimir Pedjo, les partisans de la ZLECAf mettent ainsi la charrue libre-échange avant les bœufs. Industrialisation, développement des capacités productives, développement des infrastructures panafricaines dans les domaines routiers, maritimes, ferroviaires, aériens et informatiques. En un mot, quel sera le risque pour les pays comme le Bénin dans cette zone ZLECAf, en un mot? Ce n'est pas uniquement pour le Bénin, c'est même pour le Nigeria, le plus puissant Nigeria, même pour le Ghana et autres. Lorsqu'un État s'entête à vouloir faire les choses seul, l'État, je suis d'accord, va s'enliser et va se retrouver dans le trou de la ZLECAf. C'est pour éviter les investissements nationaux. Lorsqu'un État décide, par exemple, et je donne l'exemple d'investissement dans les industries. Lorsqu'un État comme le Bénin va se lever pour dire « moi, je voudrais investir dans l'industrie du textile » et prend seul cette décision ne pourra pas l'amener loin. Parce que avant d'y aller, la chance d'avoir l'espace là, c'est la chance de négocier les capitaux. C'est la chance de mettre en commun les moyens pour que la production, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, que ce soit au Nigeria, au Ghana, et dans les autres pays là, que cette production concerne l'espace et non exclusivement soit la chose unique du pays. Alors, c'est la mutualisation des efforts et non l'individualisme. Lorsqu'un État va continuer, je prends
l'exemple de l'Érythrée qui n'est pas dans l'accord, par exemple. Stéphane Dora, la technique. Malheureusement, votre mot de la fin, on va prendre ça comme ça. Bon, c'est mon mot de fin par rapport à l'émission. Je dis, c'est une première, on va toujours poursuivre pour pouvoir apporter davantage d'éclairage à la population. Et que, disons-nous, comme les autres unions, et pour cette fois-ci, les chefs véritablement se sont donné la main et se sont donné les moyens pour faire de notre espace communautaire un espace où il y aurait de plus en plus de mieux vivre, où un citoyen d'un autre pays peut venir librement travailler, gagner de l'argent pour nourrir sa famille, rester au pays. Donc on fait de l'espace aussi social, économiquement et financièrement. Et je crois que c'est de cela qu'il s'agit et véritablement, nous allons nous mettre ensemble, leur relever d'éventuels goulots d'étranglement pour que merci. Votre mot de la fin, Casimir Pédior. Oui, ça veut dire que la zone de libre-échange continentale, ce n'est pas une incantation. C'est une réalité. On se lève pour travailler. Si vous ne travaillez pas, le Nigeria travaille. Le Nigeria est dans le transport. Le Nigeria est dans l'industrie. Vous avez une entreprise comme Dangote qui est partout en Afrique. Le Nigeria travaille. Donc, si vous êtes là, petit pays comme le Niger, à penser qu'on va vous donner 15 ans et vous dormez sur vos lauriers, la Zeleka va vous absorber et vous n'aurez même pas vos yeux pour pleurer. Merci Casimir Pédior. Le temps n'a vraisemblablement pas suffi pour ce débat. Zone de libre-échange continentale africaine. Et quel enjeu, vous l'avez écouté, vous les avez écoutés sur ce plateau. La ZLECAf ne favorisera pas la production, l'industrialisation de l'Afrique. La ZLECAf va de pair avec l'industrialisation. Et donc, ils ont proposé que les différents États africains se mettent rapidement dans l'investissement sur le plan routier, aérien, informatique et sur le plan électrique pour véritablement jouir de ce marché unique que crée aujourd'hui la zone de libre-échange africaine continentale et bien évidemment, sans l'oublier, dépasser les banques commerciales et aller vers les banques d'investissement. Et c'est déjà la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Merci.